Bonjour et bienvenue sur France 24, bienvenue dans Politique, en partenariat avec Slate.fr. Avec moi sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Marc. Catherine Tricot, la directrice de la revue Regard. Bonjour Catherine. Bonjour. Carole Barjon, qui est éditorialiste politique au Nouvel Obs. Bonjour Carole. Bonjour. Et Bruno Jeudi, le directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, 7 ans après son discours fondateur sur l'Europe à la Sorbonne, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est à nouveau longuement exprimé sur le même sujet et au même endroit. Alors, si le premier discours arrivait dans la foulée de son élection de 2017, celui de ce jeudi intervient dans un contexte politique bien plus défavorable pour lui, avec une popularité en berne, une majorité seulement relative à l'Assemblée et des sondages alarmistes pour son camp, à 6 semaines seulement des élections européennes. Alors, s'il s'est félicité des progrès d'une Europe qui a su s'unir sur le Covid ou encore sur l'Ukraine, il n'a pas mâché ses mots pour adresser une sévère mise en garde quant à l'avenir du continent. On écoute Emmanuel Macron. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Jean-Marie, une volonté sans doute de dramatiser un petit peu du côté d'Emmanuel Macron. Oui, on peut dire que c'est un constat lucide aussi, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans un moment charnière. Il y a à la fois la guerre, il y a les enjeux intérieurs européens, il y a la montée des extrêmes droites aussi, dont l'objectif est quand même de défaire l'Europe, comme l'objectif de Vladimir Poutine est de défaire l'Europe. Donc c'est vrai qu'on est à un moment particulièrement difficile et délicat. Alors là, évidemment, il retrouvait les accents presque du prophète, puisque c'est ce qu'il avait fait au fond en 2017 avec un discours fondateur, mais aussi un discours qui, au fond, a rencontré des circonstances qui lui ont permis de devenir réalité pour certaines des mesures ou des choses qu'il ambitionnait. Donc est-ce qu'il là, il sera de la même façon suivi ? On en discutera sûrement, mais la grande question de la défense est évidemment au cœur de sa démarche, mais c'est l'aspect le plus difficile des choses, parce que pour le reste, convaincre les Européens d'avoir une meilleure politique commerciale, convaincre les Européens de se convertir, comme ils l'ont fait déjà, à l'écologie, convaincre les Européens de ne pas avoir la naïveté qu'on leur prête en matière commerciale, ainsi de suite. Tout ça, j'allais dire, c'est presque l'ordinaire et je dirais, il n'y a aucune raison que ça n'avance pas. En revanche, sur la défense, c'est un enjeu majeur. C'est vrai qu'Emmanuel Macron parle d'autonomie stratégique de l'Europe depuis longtemps. Alors, il avait aussi dit que l'OTAN était en mort cérébrale. La guerre en Ukraine a beaucoup changé cela. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable ambition du côté de la défense. Est-ce que c'est ça qui vous a marqué, comme Jean-Marie, Catherine ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est la force qu'il a donnée à son discours pour la souveraineté européenne. Il l'avait déjà fait en 2017, mais cette fois-ci, il l'a encore renforcé en élargissant le contenu de cette politique et de cette proposition. Et je dirais, ce qui m'a retenu bizarrement mon attention, c'est deux choses qui n'étaient pas présentes dans son discours en creux. Alors, il termine ça en disant, bien sûr, on me dira que. Mais, je le dis tout de suite, il dit qu'il faut une plus grande souveraineté. Il note le déficit démocratique de l'Europe. Or, s'il y a plus grande souveraineté, c'est-à-dire si en fait l'Europe engage encore plus nos destins, alors il faut que l'espace démocratique soit conforté. Sans ça, on n'y est pas du tout. Ça veut dire qu'on est devant une organisation qui ne peut pas être à proprement parler politique, enfin en tout cas qui organise en dehors des citoyens. Or là, pour moi, ça me paraît être ce qu'il a proposé, ça se discute. On peut être d'accord, pas d'accord. Mais il faut qu'il y ait des espaces de discussion et il n'a que très peu dit sur le sujet démocratique. Le deuxième point qui m'a aussi apparu faire gravement défaut dans le discours d'Emmanuel Macron, il parle de notre projet européen et il ne le redéfinit pas. Et en tout cas sur un point en particulier, je crois avoir écouté attentivement, je pense qu'il n'a employé que 2 fois le mot social et 2 fois à propos de coûts. C'est-à-dire des dépenses que nous mettons pour le social. C'est-à-dire qu'au fond, ce dont il a parlé, c'est que la puissance et la force de l'Europe, ce sont sa production industrielle, c'est sa politique de contrôle des frontières, c'est l'investissement sur l'IA, etc., etc. Mais au fond,
ce que sont les Européens. C'est-à-dire que l'idée que nous sommes, nous, les Européens, la force première de l'Europe et que donc ce qui est le fond de la politique sociale, c'est-à-dire permettre à tous de vivre en santé, dans des cadres corrects et avec une certaine sécurité de la vie, ce qui permet aux Européens d'être actifs et créatifs, ben ça, il n'en a pas été question. Et ça me paraît que ces deux points-là, c'est-à-dire à la fois le social et à la fois la démocratie, fait qu'au total, moi, ce que j'ai retrouvé, c'était un discours très intelligent, très intéressant, d'un, comment ça s'appelle, ceux qui donnent des conseils, là, les consulting, là, Oui, les consultants. Les consultants, voilà, les consultants, ce qu'il fut. C'est quand même au-delà du consultant. Mais non, parce que... il a quand même un poids propre sur le... Je suis d'accord qu'il a un poids politique, mais son discours était le discours d'un super consultant, d'un mec qui maîtrise super bien les dossiers, mais dans lequel le peuple et ses affects et ses angoisses, etc., étaient assez peu présents. Carole, votre appréciation. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui s'est construit sur l'Europe, si j'ose dire, et donc il a envie peut-être de renouveler les choses. Est-ce qu'il a touché au but? Alors, Répondez pour si vous répondre voulez. à Catherine, où je suis assez d'accord avec ce qu'elle a noté, parce que moi aussi j'ai noté qu'il manquait quand même le mot social, le mot Donc un discours de droite, sécurité autant, sociale, etc. Mais au fond, ça correspond tout à fait à ce qu'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire un libéral, d'abord et avant tout, européen fédéraliste. Alors il n'a pas prononcé le mot pour ne pas heurter, mais tout ce qu'il développe, c'est la vision d'un État fédéral à terme, et c'est cohérent, donc c'est parfaitement cohérent. Il manquait effectivement, je suis d'accord aussi, mais à partir du moment où il n'a pas prononcé le terme de fédéralisme, il n'allait pas parler de réforme institutionnelle, mais il est clair que si cette vision de l'Europe était menée à bout, il faudrait une réforme institutionnelle pour que ça devienne effectivement un État fédéral, probablement. Sinon, moi j'ai trouvé que il avait été convaincant sur tout ce qui concernait la défense, parce que c'est vrai qu'il a eu raison. Je pense qu'il est sincèrement inquiet de la situation en Europe avec la guerre en Ukraine, la Russie, etc. Bien entendu, il y a aussi dans cette volonté de dramatisation, il y a quand même aussi le souci de ramener quelques électeurs macronistes de 2022 qui semblent s'être un peu évaporés ou qui semblent hésiter. Et donc j'ai trouvé que c'était son passage le plus convaincant. Parce que sinon, pour le reste, quand il parle de souveraineté, et notamment par exemple sur le volet de l'immigration, qui est quand même un sujet qui préoccupe pas mal les Européens, il y a qu'à voir ce qui se passe en Suède, au Danemark, enfin bref, un peu partout. Là, il était pas très convaincant parce qu'il ne parlait que... d'améliorer la possibilité de faire revenir chez eux des gens qui n'avaient pas vocation à entrer sur le territoire européen. Mais il n'a absolument pas parlé de maîtrise des flux ou de la manière éventuellement d'empêcher les migrants, de lutter par exemple contre les passeurs. Il n'y a pas eu un mot. Bon. Il en a un petit peu parlé quand même. Oui, enfin vraiment une demi-seconde. Donc, mais sur la défense, je l'ai trouvé très convaincant. Bruno, votre appréciation à la fois et sur l'Europe et sur la politique française peut-être de ce discours. Moi, je rejoins Jean-Marie. Je pense que c'est un bon discours qui, en Europe aujourd'hui, prononce un discours avec une vision complète sur 10 ans. Qu'on le veuille ou non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans les chefs de gouvernement et chefs d'État européens aujourd'hui qui mènent ce discours. On peut être pour, on peut être contre, mais il y a quelque chose qui est assez cohérent depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il y a l'usure du pouvoir, il y a l'action. Il est d'ailleurs assez lucide sur le constat. Il dit lui-même que les avancées n'ont pas toujours été à la hauteur. Et surtout, il dresse un tableau assez lucide de l'avenir. L'Europe est vraiment mortelle et ça dépend de choix qui doivent sans doute
doute pris assez vite, notamment sur la question de la défense, qui me paraît le point central de son propos du jour, parce que c'est sans doute la question sur laquelle les Européens vont devoir faire des choix très importants dans les mois qui viennent, et les élections européennes sont fondamentales de ce point de vue-là. Pas seulement les élections européennes, aussi les élections dans les États européens, parce qu'il est quand même en train de se passer beaucoup de choses en Europe. Le Parlement européen va voir l'extrême droite fortement progresser, probablement, en tous les cas les sondages le prédisent. Les élections, les unes après les autres, voient quand même des gouvernements d'extrême droite, de droite radicale s'installer, et ça va quand même avoir des conséquences sur la composition de la future commission, sur les le casting européen, comme on l'appelle. On verra ça au mois de juin, au mois de juillet. Et je trouve que Emmanuel Macron s'inscrit déjà dans cette vision-là quand il parle des sujets qui touchent la défense, la sécurité intérieure. Je pense qu'il en a parlé un peu plus qu'une demi-seconde, Carole, quand même. Parce que quand il dit qu'il faut transformer le Conseil de Schengen en Conseil de défense intérieure, je pense que c'est quand même une proposition qui est lourde pour l'avenir. C'est-à-dire que là, il y a une enceinte peut-être qui demain deviendra une enceinte décisionnelle forte. Moi, par contre, je suis resté assez sur ma faim, sur toute la question qu'il a développée autour de la prospérité, du modèle de croissance, les questions règles commerciales. Je suis d'accord que c'était pas très un peu flou. En revanche, je trouve qu'il a essayé de porter le débat, peut-être avec insuffisamment de précision, sur la bataille culturelle et numérique. Elle est quand même importante, et le constat qu'il fait est assez terrible. Les Européens n'y sont pas. On n'est pas dans le match du tout. Les contenus, la fabrication des contenus, on n'y est pas du tout. Et là, donc moi je trouve quand même que c'est des discours qui restent, et qu'on le veuille ou non, on peut critiquer Emmanuel Macron, ça a duré 1h45, et bien oui, ça a duré 1h45, mais si les chefs d'État ne peuvent plus faire des discours comme ça, je pense que c'est vraiment qu'on est en train de détricoter sérieusement l'Europe. Après, les citoyens feront leur choix, les citoyens font leur choix, peut-être qu'on est à un moment de l'histoire où il y a un repli. Le retour des nationalismes en Europe fait que l'Europe peut reculer vraiment le 9 juin. Mais c'était tout l'enjeu d'aujourd'hui, et je trouve qu'au moins il pose maintenant l'enjeu clairement. Franchement, on entend ses opposants derrière lui répondre. Ils n'ont pas beaucoup de choses à proposer, peut-être un peu Glucksmann, mais les autres... Glucksmann, on ne voit pas en quoi il serait en désaccord, parce qu'il y a toute une partie justement consacrée à la défense européenne de la part d'Emmanuel Macron, qui rejoint exactement les préoccupations de Raphaël Glucksmann sur l'idée qu'il faudrait lever un emprunt européen pour donner un coup de fouet à la défense européenne, donc aux industries de défense. Parce que là, on parle de défense européenne comme si on allait faire une armée européenne. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas de ça qui est intéressant, dont il s'agit. C'est une Europe de l'armement. Pas une Europe des armées. C'est pas l'Europe des armées, c'est l'Europe imaginé à Saint-Malo à la fin du siècle dernier. C'est une Europe de l'armement. Et là, la bataille sera furieuse. Elle est déjà engagée d'ailleurs avec les États-Unis, parce que les États-Unis, jusqu'à présent, ont un quasi-monopole, ou presque, hormis quelques percées françaises sur le sujet de l'armement des différents pays. Donc, on a plutôt perdu du terrain ces dernières années, sa fabrication des drones. Mais c'est compliqué parce qu'on est vraiment dans un moment charnière. On ne sait pas comment va évoluer la guerre en Ukraine. On ne sait pas comment... Si Poutine reprenait du poids, il a quand même beaucoup de relais en Europe, pas seulement en France, mais en Europe. Donc là, il y a une menace très directe qui peut peser sur l'Union européenne, à un moment où elle peut être à terme prise en étau entre la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. Donc c'est vraiment un moment charnière. Donc voilà. Après, on va juste... justement, on parlait de Raphaël Glucksmann, on va juste écouter un extrait de son discours qui précédait celui du président, qui préemptait, si j'ose dire, celui du président. On écoute Raphaël Glucksmann. Il faut que nous ayons en tête l'ensemble des reculs, l'ensemble des trahisons et l'ensemble des actes qui ont été posés. Nous ne sommes pas des poissons rouges. Nous ne sommes pas des poissons rouges. Oui, ça me paraît absolument évident que ça serait l'angle d'attaque. D'ailleurs, il l'a fait hier. Donc, il l'a fait avant le discours d'Emmanuel Macron, et il lui répond par avance. Et c'est un peu ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ce que je me suis dit, c'est que, mon Dieu, que ne fais-tu ce que tu professes ?
Je veux dire, il nous parle d'une Europe humaniste, mais on ne peut pas vraiment dire... D'abord, bon, il ne nous parle pas de social, et on ne peut pas vraiment dire qu'il ne s'en occupe pas. Il s'en occupe avec une certaine constance pour mettre à plat les protections sociales. Ça, c'est d'un côté. Mais par ailleurs, tout son discours sur l'humanisme... Non, mais si on regarde ce qui se passe actuellement dans notre propre pays sous la conduite du gouvernement d'Emmanuel Macron, quand même, des remises en cause de l'état de droit, on ne peut pas dire que ce soit génial. On ne peut pas dire que l'approche qu'il a de l'éducation des enfants, des mineurs, ce soit d'un grand humanisme. La question des migrants, on ne peut pas vraiment dire que ce soit ni très humaniste à l'échelle européenne, ni très humaniste à l'échelle française. On ne va pas être d'accord tous ici sur ce plateau. Mais en tout cas, quand on est de gauche, on ne peut pas ne pas se dire « Non mais tu nous parles d'humanisme, mais que fais-tu ? Que fais-tu dans notre pays ? Nous nous sentons quand même très attaqués sur des choses fondamentales qui tiennent à l'accueil, à l'éducation des enfants. On ne peut pas continuer de faire comme ça, de transformer l'école en un lieu de rééducation des gamins. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, je pense qu'on se dit, il y a quelque chose qui dysfonctionne entre le discours généreux et général et la réalité de la pratique d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc, c'est ce qu'a voulu dire Glucksmann en disant « Nous ne sommes pas des poissons rouges, on n'oublie pas ». Carole. Moi, je pense qu'il voulait aussi quand même recentrer le sujet. C'est-à-dire que on voit bien que cette campagne, qui ne dit pas encore exactement son nom, mais elle est quand même partie, et on l'a vu notamment avec les prises de position du Rassemblement national, mais pas seulement le RN, sur des sujets de politique intérieure, beaucoup. Et donc, c'était une campagne française, au fond, qui allait se transformer, et peut-être est-ce que ce sera le cas d'ailleurs à l'arrivée, en référendum anti ou pro-Macron. Et là, je pense que le mérite de Macron, même si, et moi je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais le mérite, c'est au moins de recentrer le sujet et de dire, voilà, je parle d'Europe parce que ce sont des élections européennes. Il a d'autant plus de mérite que c'est un sujet qui n'intéresse pas toujours beaucoup les Français, qui se sentent un peu loin des institutions européennes, qui, c'est vrai, sont extrêmement compliquées à comprendre avec ces sous-directions, ces sous-commissions, etc. Donc, voilà. Alors après, c'est peut-être le seul moment où on parlera d'Europe. Non, mais je suis bien d'accord. C'est peut-être le seul moment où on parlera d'Europe parce que la campagne telle qu'elle est partie et le vote tel qu'il se prépare est un vote sur des déterminants qui sont purement nationaux. Il y a un mouvement de rejet et de critique du président de la République, d'Emmanuel Macron, que les gens, une majorité écrasante d'ailleurs de Français, veulent sanctionner. Donc on est parti là-dessus sur des critères qui sont les critères de pouvoir d'achat, des préoccupations quotidiennes des Français. La dramatisation sur l'Europe que Glucksmann avait fait dans ses 10 meetings. Glucksmann passe son temps à dire que c'est un moment crucial pour l'Europe et qu'il y a un enjeu pour l'Europe. Mais il n'y a pas que Macron qui parle d'Europe. Donc, il n'aura peut-être pas plus de succès. Oui, mais c'était la politique de Macron qui était attaquée. Bruno, est-ce que c'est un discours électoraliste parce que l'opposition a critiqué, affirmant que c'était un discours de campagne déguisé en discours sur l'Europe. Ils ont dit qu'ils utilisaient les moyens de l'État. Je pense justement qu'il n'a pas fait vraiment un discours. C'était pas un discours de campagne. C'est un discours qui. Bon, effectivement, peut-être que les 10 dernières minutes, il a un peu mis, la politique est un peu revenue sur la fin du discours, critiquant les partisans du 8 mai, les partisans de l'Europe frileuse et timide, les opposants à l'Europe, aux partisans de l'Europe audacieuse. Donc oui, il a fait un petit peu de politique à la fin, mais globalement, c'était plutôt un discours général, peut-être généraliste pour certains, et qui n'aura pas assez de contenu pour d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que c'était pas un discours qui visait. S'il avait fait un discours de campagne, je pense qu'il aurait défendu son bilan et pas seulement son bilan européen, parce qu'il est attaqué surtout sur ce qui se passe en France, moins sur la politique européenne. On n'entend pas Bardella dire c'est terrible ce qu'ils ont fait pendant le Covid, l'Europe. C'est terrible ce qu'ils ont fait. On n'entend pas
sur les Jordan GAFAM, Bardella dire le pacte, la mutualisation des dettes, c'est terrible. Bah, évidemment, Mélanie, elle est d'accord, donc il va pas dire que c'est pas. Enfin, de toute façon, sur le bilan européen, ils auront du mal à le critiquer, la réalité. C'est le grand paradoxe de la situation actuelle aussi, c'est que les traditionnels adversaires de l'Europe, disons les nationalistes, les populo-nationalistes ou nationaux populistes, je ne sais pas comment il faut les appeler. C'est des voilà. Eux-mêmes se renient. On peut simplifier. Voilà. Ceux-là ont mis en sourdine leur critique contre le. Pourquoi ? Parce que la crise du Covid est passée par là. Et que le quoi qu'il en coûte est passé par là, financé largement par. Il y a eu de tels financements de la part de l'Union européenne dans ces périodes de crise que ne pas s'en apercevoir, c'était quand même un peu violent. Et donc, ils ne peuvent pas porter les mêmes critiques qu'auparavant. Donc, leurs critiques sont mezzo voce. Il faut aller chercher sous leurs propositions les voies de défaisance qu'ils gardent en tête, mais ils ne peuvent pas l'exprimer de cette façon. Donc évidemment, le débat européen prend une autre tournure. On va juste écouter, Bruno, il faisait allusion, la toute fin du discours du président de la République, quand il a envoyé une pique à ce que Catherine a défini comme l'extrême droite. On écoute le président de la République. Tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Mais ils nous ont tous habitués à un discours qui est le « oui mais ». Qui est dire, j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple. Mais je le ferai en ne respectant pas les règles. Mais je le ferai au fond en bafouant ses fondements. Au fond, il ne propose plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Il propose juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et il dit, ça va marcher. Carole, la métaphore immobilière pour il l'a déjà utilisé plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, c'est une assez bonne métaphore. Il faut bien le dire, parce que c'est pas faux. Hein, c'est vrai. C'est ce que disait Jean-Marie et Bruno à l'instant. Au fond, les opposants à l'Europe et qui à une époque voulaient sortir de l'euro, en tout cas, ne se privent pas, enfin ne disent rien sur la gestion du Covid, sur le grand plan de relance, etc. Ils voulaient sortir de l'euro et sortir de l'Europe. Et de l'Europe. Les traités, oui. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair, hein, quand même. Oh non, c'est quand même moins clair. Moi, j'ai pas entendu récemment Marine Le Pen ou Jordan Bardella redire ce qu'il disait il y a 10 ans. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la collection de remaniements jusqu'à Bardella, qui maintenant, un peu d'ailleurs en contradiction avec Marine Le Pen sur l'OTAN, était à deux doigts d'être d'accord de rester dedans comme Madame Mélanie. Ils se disent toujours souverainistes, eurosceptiques, etc. Mais effectivement, ils ne peuvent pas critiquer des choses qui ont été appréciées par tous les Européens, notamment pendant le Covid. Donc, Absolument. Catherine, on va juste, pendant que vous parlez, on va regarder l'un des derniers sondages, un sondage IFOP pour LCI sur les élections européennes à venir, qui explique aussi pourquoi peut-être le Rassemblement national n'a peut-être pas envie de sortir de l'ambiguïté, parce qu'il continue à caracoler en tête, 31%, la liste de la majorité 17,5%, celle du Parti socialiste de Raphaël Glucksmann 12,5%, et tous les autres sont en dessous de 10%. Catherine, c'est vrai que tout ce qu'on entend de Jordan Bardella, c'est que si ce score est confirmé, il demande la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas un discours très européen. C'est toujours ça. Oui, le fond. Demander la dissolution. C'est vrai que c'est pas tout à fait nouveau, mais ce que je pense, c'est que à propos de l'évolution de leur discours sur l'Europe, il y a aussi le fait qu'ils se sentent renforcés en Europe. Ah oui, bien sûr. Ça compte. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes, quand vous pensez que vous n'avez aucun pouvoir d'influence sur les orientations, sur quoi travaille l'Europe, et là en l'occurrence, ils annoncent très clairement que, par exemple, le Green New Deal, ça ne sera pas leur cam, ce ne l'est pas aujourd'hui, ça ne le sera pas demain. Donc refondre la politique agricole, ça peut faire partie des objectifs d'une extrême droite renforcée au Parlement européen. Donc, je veux dire, l'évolution du discours tient compte de l'évolution du rapport de force de l'extrême droite à l'intérieur de l'Europe pour pouvoir l'influer. La deuxième chose que Bardella annonce, en effet, dans sa prise de position tout de suite, il dit
Emmanuel Macron s'est engagé, donc s'il y a une défaite, Oui, elle Jean-Marie Le Pen disait déjà cela. certainement, mais ce n'est pas Et Marine Le Pen à sa suite. Non, mais ce que je veux dire- C'est pavlovien Non, ce que je- au FN ce ou que au je- RN oui. de demander la démission, De- ou la démission ou la dissolution. Alors, Euh, ce que je crois, c'est que c'est à propos de notre petite discussion tout à l'heure, est-ce que Emmanuel Macron s'est engagé ? Bien sûr qu'il ne fait pas de la tambouille politique quand il parle à la Sorbonne, mais néanmoins, bien sûr que Oui, Emmanuel bien sûr. Macron est engagé, profondément engagé dans cette campagne. Il est président de la République, mais c'est un homme politique. Aussi parce que ses troupes ne le sont pas tellement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il est, bien sûr qu'il est engagé dans le résultat, parce que si il y a un très mauvais résultat, Il aura un très mauvais et il résultat aura pour le moment. probablement un très mauvais résultat, même si on nous raconte que lui, il y croit encore à la possibilité de renverser la mécanique. Eh ben, c'est certain que la minorité à l'Assemblée nationale, plus un score de là, enfin, Bardella, il fait 2 fois le poids du Rassemblement national. Enfin, l'extrême droite, si vous cumulez l'extrême droite, vous êtes pratiquement à 40%. Donc là, il y a un problème C'est le politique. score de Marine Le Pen, au second tour. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais Donc, ça c'est assez logique. mais ça fait beaucoup, hein. Ah, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup, et quelques que donc millions de Français, oui. ça veut dire que effectivement, je pense que le soir du premier tour des élections européennes, ça sera un problème politique majeur. On va devant une difficulté politique grave pour Emmanuel Macron Oui, pour mais à ceci légitimer. près que ce sont des élections qui, dans l'esprit des Français, ne sont pas destinées Déjà, ils y à... votent très peu. à Non, mais ce ne sont pas des élections perçues comme déterminant la couleur de l'exécutif. C'est vrai. On ne vote pas pour un exécutif ou pour des députés ou pour... Donc on vote Mais on pour le sanctionne- Parlement européen. mais on sanctionne Macron. Donc vous pouvez difficilement... Oui, mais on après sanctionne tirer- Macron aussi. Oui, c'est on ça qui est la sanctionne Macron, contradiction. bien sûr. pardon, Les Mais élections c'est- européennes c'est pas- sanctionnent souvent l'exécutif C'est- en place. Comme plupart du à temps. l'ampleur, avec Mais- l'ampleur qu'on se prépare à Oui, mais avoir. bon. Enfin, Non, mais moi, alors, ce moi, qui est- je ne plaide pas pour la dissolution. Hein. C'est pas du Non, tout ça, mais, comprenez il y a bien. déjà, C'est juste- il y a déjà ce que des j'aimerais élections bien, c'est que- intermédiaires qui ont été des gifles monumentales pour les pouvoirs en place. et- Les régionales du temps de Chirac, Non, les mais régionales du justement. temps de Sarkozy. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est en avec train le de raconter. quinquennat et la concordance des élections, de l'élection présidentielle et des élections législatives, justement, il n'y a plus vraiment d'élections intermédiaires comme quand il y avait le septennat. Et du coup, les élections européennes servent à chaque fois d'élections défouloirs et évidemment, généralement, de sanctions du Pourquoi des pouvoir en fouloirs place. Ensuite, est-ce que ça a vraiment... Carole, pourquoi des fouloirs Mais parce Pourquoi, qu'on- non, mais parce pourquoi qu'on- vous appelez ça des fouloirs? Ce que Parce je veux qu'on dire, c'est exprime son qu'on. mécontentement en dehors Oui, mais de c'est pas l'enjeu le même des défouloir, c'est Européens. très péjoratif. Oui, non mais parce qu'on passe à côté du sujet qui est la composition du futur Parlement européen. Oui. Non, mais on C'est envoie ça. un message politique, c'est pas du Oui, mais- défouloir. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça peut ne pas me ravir, et ça ne me ravit pas du tout. Non, ce Mais que ce je, alors, n'est pas- je ce vais n'est pas juste exprimer un clairement moment de ma colère, pensée. pas Il y a, politique. je pense qu'il y a un certain nombre de gens, de Français, et compte tenu du score de Marine Le Pen que Jean-Marie vient de rappeler à la dernière présidentielle, qui hésitent à voter, peut-être en 2027 encore, pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ou je ne sais pas qui sera leur candidat, mais qui peut-être se défoulerait à l'occasion d'élections européennes, ce qui explique aussi le score extrêmement élevé qu'on prête aujourd'hui, dans les sondages en tout cas, à Jordan Bardella. C'est ça que je veux dire par élection défouloir. Bruno. Mais ça n'a pas de optimiste. conséquences sur C'est très l'organisation de la vie optimiste, Carole. politique française immédiate. Bruno, est-ce que Emmanuel Macron pense qu'il peut renverser la table en se jetant, entre guillemets, dans la campagne, en tenant meeting, en faisant une lettre aux Français, on ne sait trop quoi, parce qu'il pense que ça a marché la dernière fois en 2019 où Bon, d'abord, son tempérament, c'est un tempérament d'optimiste. Lui, il pense qu'il peut encore largement réduire l'écart. Pas gagné, tout ça. Évidemment que ce n'est pas gagné. Il a conscience aussi qu'il y a l'usure du pouvoir, 7 ans de pouvoir. De toute façon, pour tout pouvoir en place, il y a une usure qui s'installe et qui fait qu'il ne peut pas espérer non plus, pas gagner, en tous les cas, gagner l'élection, voire même pouvoir refaire le coup de 2019 où ils ont terminé quasiment... pas égalité, mais pas très loin, le Rassemblement national étant en tête de très peu. Lui, c'est son tempérament, c'est un éternel optimiste. En plus, quand il est sur la matière européenne, il pense toujours qu'il peut convaincre. Sans doute que dans le dernier mois, il va utiliser tribune, interview, tout ce qu'il va trouver pour Il y a le 6 juin. se mouiller un peu plus. Et puis, il y a l'effet Comemo. Alors, c'est ce qu'ils appellent comme ça à l'Élysée, l'effet Comemo, dont ils espèrent. Expliquez-nous. Alors, l'effet Comemo, c'est l'effet... comme il y a eu l'effet drapeau pendant la campagne présidentielle, avec cette guerre
militaire ou qui a repoussé sans cesse son entrée en campagne et où il a pu rester un peu en retrait pendant ce premier tour. On a parlé d'un effet drapeau qui a joué par son score du premier tour. En tout cas, ça a bien fonctionné. Enfin, non, les élections législatives sont catastrophiques. Le fait qu'il n'ait pas mené de campagne. Je parle pour l'élection présidentielle. Mais c'est la suite. Il y a eu 2 scrutins. Il y a eu 100 jours. Il y a eu 100 jours entre les deux. N'oubliez pas, Catherine. C'est bien que c'est la suite. Et là, il y a un effet commémo qui est lié au mois de juin, où il va y avoir 3 jours de commémoration autour du 80e anniversaire du D-Day. Et c'est vrai que les Européens vont resserrer les rangs. Il va y avoir les chefs d'État vont venir. Emmanuel Macron va faire des discours. Sur les valeurs. C'est un discours sur les valeurs, à la évidemment. montée des autoritarismes. Donc ça ne peut pas ne pas retentir dans l'esprit d'un certain nombre d'électeurs. Et ils espèrent, avec les images émouvantes des derniers vétérans qui seront présents, il y en a à peu près une centaine, essentiellement des anglo-saxons, qui seront là peut-être pour la dernière fois ou une dernière grande commémoration. L'Élysée mise un peu sur cet effet commémo. Je ne suis pas certain que ça permette de réduire l'écart qui aujourd'hui est parfois du double. C'est-à-dire parfois il y a certains sondages où il y avait 16 points pour la liste macroniste, 32 pour la liste de Jordan Bardella. C'est un écart faramineux. Coup de chaud aussi. Il peut y avoir un petit effet canicule au mois de juin qui peut aussi avoir de l'influence. Ce que je veux dire, ce qui peut se passer dans les prochains jours. Je veux dire, les écologistes avaient bénéficié la dernière fois de mobilisation et d'un, je sais pas, il y avait un grand film sur France 2, autant que je me souvienne. Plus, il peut y avoir un coup de chaud. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, la clé de ce scrutin, c'est est-ce que Emmanuel Macron et sa tête de liste sont capables de remobiliser un peu leur électorat. Aujourd'hui, on le voit dans les sondages, il est totalement démobilisé. On va suivre ça évidemment ici sur France 24, mais c'est maintenant l'heure de la politique sur les réseaux. Avec Véronique Ressout, la directrice de Backbone Consulting. Alors, on a parlé tout le long de l'émission du discours de la Sorbonne 2, comme on l'appelle. Alors, est-ce que le président, déjà, a tout de suite convaincu ou pas? Alors déjà, on s'est dit, on va regarder si on a parlé de ce fameux discours. 90 000 messages. Alors vous dites, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Je vous le dis, c'est vraiment pas beaucoup. Maintenant, vous commencez à avoir des petits repères. Pas terrible. Donc, on ne peut pas dire que c'est passionné des foules. Après, je me suis dit, qui en a parlé? Et j'ai regardé sur les opposants. Vous étiez en train de vous demander finalement qui et quelles étaient les réactions des uns et des autres. Eh bien, quand on regarde les militants et les sympathisants, eh bien, la répartition est assez claire. Vous avez globalement, c'est Renaissance qui a principalement parlé, suivi de France Insoumise, et après du Rassemblement national. Donc en gros, c'était bien un discours qui a convaincu des gens qui étaient déjà convaincus, et les gens qui en ont parlé sont les gens qui étaient déjà d'accord avec le propos. Et l'autre catégorie qui a beaucoup commenté, ce sont les journalistes, mais finalement assez peu monsieur et madame tout le monde non politique. Oui. Diffusion à 11h du matin. Comment voulez-vous que, mais figurez-vous qu'on peut parler devant leur téléviseur? Oui, mais attendez, à 11h du matin, les gens ils parlent de paille anti-rides, ils parlent de tas de choses, donc ils auraient pu parler de monsieur Macron. D'accord, mais les gens travaillent, donc ils ne sont pas devant leur télé à ce moment-là. Non, mais j'ai regardé aussi cet après-midi, ça vous donne une tendance, ça vous donne une réalité. Après, c'est les journalistes, selon la façon dont la presse retranscrit les choses, qui fera la perception par le pays. Et donc je me suis dit, on ne va pas se laisser influencer par les journalistes, même si sans vous, nous ne sommes rien. Et donc je me suis dit, on va regarder ce que disent les Français quand ils se sont exprimés. Alors, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en avait quand même quelques-uns. Avec un nuage de mots, en gros, on voit que c'est la guerre, le combat et la défense qui sont très forts. Le mot étudiant, travail, donc en gros des sujets qui reviennent à la vie quotidienne. Mais dans les commentaires les plus fréquents, c'est que c'était long, très long, que c'était un discours d'experts, voire d'initiés, et que, hop, j'en perds mon oreillette, et sinon que, en gros, merci, il a convaincu ceux qui l'étaient déjà. Donc c'était ça qui ressortait le plus. Et l'autre chose qui est ressortie aussi assez souvent, c'est qu'ils avaient l'impression que c'était plutôt non pas un discours pour la campagne européenne, mais un discours pour le président de l'Europe. Et c'est ce qui ressortait le plus. Les gens disaient, mais en fait, il a fait un discours pour dire qu'il peut être président de l'Europe. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est l'impression, c'est vrai que ça donnait cette impression-là. D'autant plus que le discours a été traduit, je crois, en 4 langues et retransmis sur le site de l'Élysée à destination Exactement. des c'est pays ce qu'avaient noté plein d'internautes qui ont été voir
sur le site et certains en replay à l'heure du déjeuner. Et qui se sont dit... Et parce que les gens déjeunent encore. Les gens déjeunent encore, Et de bonheur. Et donc, du coup, c'est l'impression que ça leur a donné, effectivement, j'ai dit du coup, ça leur a donné cette impression qui est, effectivement, président de l'Europe, c'était un discours qui allait plus loin que... Et quand on regarde les émojis, on voit qu'il y a un message qui n'est pas très positif, mais vous allez tout de suite le comprendre, je n'ai pas besoin de faire de traduction. Vous avez le drapeau de l'Europe et au milieu, il y a un personnage qui a un peu peur. Et globalement, c'était un des messages, c'est un nouvel émoji qui commence à sortir, qui est l'Europe commence à nous faire peur si c'est les mots qu'on nous a promis et qui n'ont jamais été appliqués, puisque c'était l'autre point, c'est de dire que ces mots se sont usés avec le temps. Certes, il parle bien, certes, ce qu'il dit est beau, mais dans le fond, comme il ne l'applique pas, l'Europe va... Voilà. Il y a un drapeau russe aussi, non? Voilà. Alors, on peut quand même faire 2 remarques. La première, c'est qu'il y a un problème de leadership en Europe. Ah bah oui. Depuis la mise à l'écart ou la retraite d'Angela Merkel. Donc on ne peut pas faire reproche au président de la République française de poser des jalons pour exercer ce leadership. Il est légitime à cela. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien que dans son discours, notamment sur la défense, il est en anticipation de ce que tout le monde craint. Tout le monde craint en Europe la réélection de Donald Trump. Donc si Donald Trump est réélu, en effet, l'OTAN va flotter gravement. Donc la France peut pour une fois être entendue sur ses ambitions de défense européenne. Je pense que c'est le point central, ça aussi. Parce que si on s'abstrait si on n'intègre pas cette perspective-là, c'est vrai qu'on peut dire... C'était ça les messages qui étaient le plus passés quand on sortait les journalistes et qu'on sortait les militants et les sympathisants. Donc on sortait des gens qui avaient... Enfin voilà, monsieur et madame tout le monde, c'est plutôt ce qu'ils avaient retenu, avec une peur, le fameux emoji qui a peur, c'est aussi la guerre et la réalité des risques que l'on va avoir à l'issue de cette élection. Et après, j'ai été regarder finalement quelles sont les phrases chocs. Vous savez, dans un discours, les gens ils aiment bien, et surtout sur les réseaux, les petits bouts de discours. Alors, pour les 3/4, c'est la même chose que pour les journalistes. J'ai pris un tweet d'une journaliste, mais globalement, c'est une chose qu'on a beaucoup revue, qui est notre Europe est mortelle, elle peut mourir, tout dépend de nos choix, des choix à faire maintenant, que vous avez commenté aussi. Mais en fait, c'est ce que les uns et les autres ont retenu, mais en disant, finalement, il nous fait une pression mortifère. C'était le mot qui est le plus utilisé aussi. Et le fameux mortifère, les gens l'ont interprété en disant, il dit ça pour nous obliger à aller voter, même pas forcément pour convaincre sur le programme de Renaissance, mais pour dire c'est important. Je ne vous cache pas que les commentaires n'étaient pas forcément sur il nous a convaincus avec cette approche-là. Mais voilà. Ensuite, pour vous dire que ceux qui ont été prolixes, ce sont souvent des opposants, des internautes qui ont tendance à déjà être toujours prolixes, à beaucoup s'exprimer, à beaucoup tweeter. Là, c'est complotiste en chef. Complotiste en chef, mais c'est pour vous dire que... Bien connu au moment du Covid. Oui, exactement, mais qui continue beaucoup à s'exprimer. Pour une fois, en plus, c'est sans être trop énervé, voilà, dans le propos. Mais on voit que l'Europe fédérale est l'élément qu'ils essayent d'utiliser. Mais quand ce sont quand c'est ce type d'influenceur, on va dire, pour rester neutre, qui ressort, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de messages. Puis après, il y a une phrase qui a quand même bien fait rire et elle a été bien retenue. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez chopée, mais les internautes l'ont chopée. C'est figurez-vous que, et d'ailleurs tout le monde ne comprend pas, la libre circulation des électrons décarbonés, ça a bien fait parler, ça a bien fait rigoler en disant ouf, là c'est de la pensée complexe, voire même impossible, parce qu'il y a des physiciens qui s'en sont mêlés. Une avancée majeure. Voilà, une avancée majeure. La libre circulation des électrons décarbonés, je propose que vous ayez 1 heure pour répondre à cette question. Les électrons décarbonés, vous avez 2 heures. Je pense qu'on va tous avoir un 0 pointé. Et sur la majorité numérique, il n'y a pas eu de commentaires? Il y a eu quelques-unes. Mais c'était plus, cela, ça les a bien fait rire. Très rapidement, est-ce qu'il y a de l'humour quand même? Oui, alors comme c'était le sujet Macron, qui a été le plus observé? Ce que font les sympathisants Macron. Et j'ai peur que, c'est un peu cruel. Alors évidemment, c'est les opposants qui l'ont fait remarquer. Mais donc les jeunes avec Macron, eh bien oui, si vous avez 50 ans et des problèmes dentaires, rejoignez les jeunes avec Macron. Et c'est le plus sympathique que j'ai pris. Ça les a beaucoup fait rire parce que c'est une image sur Instagram. Et après, vous avez évidemment des opposants, là encore, un peu excessifs qui ont repris en disant les jeunes avec Macron en mettant une photo de M. Le Drian pour montrer que, les jeunes avec Macron, définitivement, c'est un sujet, c'était la source de blague de la semaine. Voilà.
Merci beaucoup Véronique et merci à tous les quatre et merci à vous de nous avoir regardés sur France 24 et à la semaine prochaine.